Est-ce que vous êtes familier avec le concept de Director Jail? Vous savez, c'est cette espèce de prison invisible d'Hollywood où certains cinéastes disparaissent après parfois un seul échec, un échec artistique, un échec au box-office, et ce, malgré leur réussite passée. C'est une prison qui est remplie de réalisateurs talentueux, de réalisateurs brillants, parfois de réalisateurs même assez visionnaires, mais qui sont devenus trop risqués, ou trop imprévisibles, ou trop peu rentables en fait, tout bêtement, dans une industrie qui accepte l'originalité que quand cette originalité permet de faire de l'argent ou de vendre des figurines dans les Happy Meal McDo. Vous voyez ce moment où l'originalité devient une marque. Tim Burton. Dans cette prison, on retrouve des cinéastes dont on a déjà parlé, Tarsem Singh, Alex Proyas, John McTiernan, mais il existe une autre forme en fait de disparition. Une disparition plus rare, mais aussi peut-être plus troublante, celle des cinéastes qui disparaissent pas après un échec, mais après un grand succès, en fait. Des cinéastes qui sont au sommet de leur art, qui sont respectés, qui sont admirés, qui sont ultra reconnus, qui semblent avoir toutes les portes ouvertes devant eux, mais qui d'un coup cessent de faire des films, qui disparaissent alors qu'ils sont au sommet de leur gloire. Et s'il y a bien un nom qui incarne ce mystère-là à Hollywood, c'est bien Spike Jonze. Aujourd'hui, retour sur la filmographie de l'un des cinéastes qui est quand même l'un des plus importants de sa génération, qui s'est pourtant éloigné du cinéma et dont on n'a pas de nouvelles à Hollywood depuis plus de 13 ans. Aujourd'hui, on va essayer de trouver ensemble une réponse à ce mystère. Mais où est passé Spike Jonze ? Un réalisateur oscarisé, un cinéaste respecté, un auteur reconnu, son dernier film lui a valu une flopée de récompenses, dont l'Oscar du meilleur scénario original, et pourtant 13 ans sans film, 13 ans de silence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben écoutez, pour qu'on comprenne tout ça ensemble, pour qu'on comprenne les tenants et aboutissants de la carrière de Spike Jonze et de comment on en est arrivé là en fait, il faut revenir au début. Et pour Spike Jonze, en fait, faut se dire que tout commence, finalement, assez loin du cinéma. En fait, Spike Jonze, il vient pas des grandes écoles de ciné, il vient même pas forcément du système hollywoodien, il vient pas du cinéma à proprement parler. En fait, lui, il vient du skateboard. Et ça pourrait bien vous rappeler l'histoire d'un certain Harmony Korine qui, en faisant du skate, a rencontré par hasard un certain Larry Clark et ensemble ils ont commencé à faire des films complètement fous, mais qui se destinaient pas du tout à devenir cinéaste. Là, c'est un petit peu pareil. Spike Jonze, lui, dans les années 80 et 90, il est photographe pour des magazines de skate, ce qui veut dire qu'il documente quand même une culture assez marginale, il capture des instants fugaces, toujours en mouvement, il filme des corps en mouvement. Et j'insiste là-dessus parce que ça peut paraître être un détail anodin, mais ça va quand même être très important quand on va analyser sa manière de filmer et ce qui fait de ce cinéaste un grand cinéaste. Sachez, en tout cas, qu'il y a chez lui, depuis le début, une sensibilité documentaire, en fait, sur laquelle je vais revenir, mais il y a vraiment une sorte de regard très documentaliste, sans aucun jugement, même lorsqu'il filme des personnages ou des récits complètement absurdes. Honey, not again! Why do you do this to yourself, honey? I don't public here. Comme beaucoup de cinéastes de sa génération, comme c'était le cas de Tarsem Singh ou de Alex Proyas dont on a déjà parlé, il passe ensuite aux clips musicaux. Et c'est là qu'il va avoir vraiment une grande reconnaissance. Et tant mieux, parce que c'est vrai que les clips musicaux, c'est un peu le terrain d'expérimentation parfait au début des années 90. Il réalise des clips pour Beastie Boys, pour Fatboy Slim, pour Weezer, et il développe rapidement une signature en fait, un mélange d'absurde, de folie visuelle, un côté très décomplexé, voire parfois franchement drôle, mais en tout cas toujours chaleureux, qu'ils font se démarquer peu à peu dans cette industrie-là. Et à la fin des années 90, Jonze s'est inspiré comme un réalisateur qui est capable de transformer des idées sur le papier absurdes en expériences visuelles qui sont profondément mémorables. Et au même moment, à Hollywood, il y a un scénariste assez méconnu qui tente de faire produire un script que tout le monde refuse. Ce scénariste, c'est Charlie Kaufman, et le script dont on parle s'appelle Being John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine. It's a portal, and it takes you
inside John Malkovich. Un script beaucoup trop bizarre, beaucoup trop méta, complètement invendable. En fait, le script nous raconte comment un marionnettiste talentueux, complètement fauché, découvre, dans son nouveau travail, une petite porte qui s'ouvre sur un tunnel, et au bout de ce tunnel, tu as la possibilité de te projeter 15 minutes dans la tête de l'acteur John Malkovich, et de vivre son quotidien, et d'avoir un contrôle sur lui. Bon, l'idée est folle, mais elle va circuler pendant des années, sans trouver quiconque qui saura vraiment quoi en faire. Qu'est-ce qu'on fait avec une idée pareille? Jusqu'à atterrir entre les mains d'un producteur indépendant qui s'appelle Steve Golin, qui connaît assez bien le travail de Spike Jonze et qui lui propose le projet. Spike Jonze, à l'époque, il a jamais réalisé de long métrage. Il a aucune expérience, et c'est précisément pour ça qu'il est choisi. Parce que, en fait, aucun grand réalisateur qui a quelque chose à perdre n'irait sur ce projet. Les studios ont complètement refusé le film, il y a aucun acteur qui veut se prêter au jeu, le concept est complètement bizarre. Sachez d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'il y a un moment, Being John Malkovich était censé être Being Tom Cruise. À la place de John Malkovich, Tom Cruise a été contacté et il a finalement refusé. Mais John Malkovich, lui, il décide de rentrer dans le délire. Et le film va donc se monter avec un budget assez modeste, une liberté créative totale et un réalisateur débutant, auquel du coup personne ne demande vraiment de rendre des comptes parce que personne ne s'attend à ce que le film marche en fait. Premier film, et Spike Jonze va réaliser exactement le film qu'il veut. Excuse me, are you John Malkovich? Yes, I am. Wow, you're really great in that movie. Oh. When you play that retard. Oh, thank you very much. Thank you. I have a cousin who's a retard. Oh, thank Being John Malkovich, pour un premier film, c'est quand même fort. C'est un film qui transforme un concept évidemment grotesque en une œuvre profondément tragique sur le désir d'échapper à soi-même. Et je veux dire, un concept pareil, ça aurait pu être tellement lourd sans l'intelligence de Spike Jonze qui comprend immédiatement quelque chose qui est très important. C'est que le film ne doit jamais considérer son concept comme juste une blague. Et c'est ça la grande force du film en fait, c'est que c'est un film qui filme son concept, qui est certes absurde, mais il faut le filmer au premier degré. Et c'est ce que fait le film. Il filme l'absurdité de ce qui se déroule à l'écran avec un sérieux et un naturel qui fait qu'en fait on y croit et qu'on l'accepte. Jonze filme des êtres assez pathétiques en fait, qui sont frustrés, qui sont invisibles en société, qui ont la sensation très universelle, je pense qu'on l'a tous vécu, d'être un peu coincé dans sa propre vie, de ne pas avancer, et parler d'une telle solitude avec un tel postulat de base, moi je trouve que c'est assez fort. Tellement de réalisateurs hollywoodiens en auraient fait juste une espèce de blague, concept, méta, sans plus-value. Là je trouve ça très bien de considérer que ce film a beaucoup plus à offrir que juste une vanne, quoi. Et j'aime cette mise en scène qui refuse tout effet de style tape à l'œil, ce qui est souvent le piège aussi des premiers films, mais là qui préfère observer ses personnages avec distance, sans aucun mépris, je veux dire Spike Jonze, comme Harmony Korine encore, le lien il est facile à faire, il juge pas ses personnages, il essaye de les comprendre, et c'est ce regard profondément humain qui transforme ce qui aurait pu être une simple curiosité conceptuelle en très grand film. Et du coup, dès son premier film, Spike Jonze prouve qu'il est pas seulement bon réalisateur capable de mettre en image des concepts. Il prouve qu'il est un auteur, un vrai. Sauf que maintenant, il faut confirmer. Et c'est ce qu'il va faire en 2002 avec Adaptation. I don't know how to do this. I'm afraid I'll disappoint you. You've written a beautiful book. Parce qu'après le succès de Being John Malkovich, Charlie Kaufman et Spike Jonze deviennent soudain des noms assez désirables en fait à Hollywood. Les studios veulent leur prochain film. Et du coup, Kaufman va accepter une commande a priori assez banale. Il va adapter le livre The Orchid Thief de Susan Orlean. Le problème, c'est que en voulant adapter ce livre, Charlie Kaufman, il galère en fait. Il galère à trouver un arc narratif qui marcherait au cinéma. Il galère à créer un arc dramatique. Vraiment, il galère de fou à écrire l'adaptation de ce film. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de contourner ce problème, il va faire quelque chose de complètement inédit. Il va écrire un film sur sa propre incapacité à pouvoir écrire le film. En fait, le synopsis d'adaptation, c'est dingue. En fait, c'est vraiment ça le pitch, c'est vraiment ça l'histoire du film. On suit Charlie Kaufman, qui est l'heureux scénariste de Dans la peau de John Malkovich, qui après ce succès doit faire un autre film à Hollywood, et qui vient de se voir confier l'adaptation du livre The Orchid Thief. Séduit par l'idée de tirer du livre un scénario original, Charlie Kaufman se met au travail, mais il n'arrive pas à adapter le film au cinéma. Ça, c'est l'histoire de l'adaptation de The Orchid Thief par Charlie Kaufman. En fait, dans le film, il raconte comment il n'arrive pas à écrire l'adaptation du film. C'est difficile de faire plus méta, mais le producteur Jonathan Demme, qui est le réalisateur du génial Silence des agneaux, entre autres, et qui possédait les droits du livre,
trouve que l'idée est géniale. Et Jones revient à la réalisation avec un casting complètement taré, hein. Là par contre, Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Nicolas Cage qui joue littéralement Charlie Kaufman dans le film avec un frère jumeau fictif qui sort de nulle part. Le résultat est improbable. I've been on this planet for 40 years, and I'm no closer to understanding a single thing. Why am I here? How did I get here? Adaptation, c'est un film sur le blocage créatif. C'est un film qui met un point d'honneur à être lui-même assez chaotique, contradictoire et imprévisible. La première partie, elle est vraiment dominée par le doute, par l'introspection, par la paralysie artistique en fait. Puis, progressivement, le film va parler de capitulation artistique. Il va devenir plus banal, entre guillemets, plus cliché, comme si le scénariste que Jones mettait en scène avait abandonné son envie de livrer un chef-d'œuvre face à la page blanche et avait en fait livré un film qui se conformait aux attentes hollywoodiennes. Et du coup, ce procédé, ça fait de l'adaptation un film sur la peur de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de toi. Un film qui en dit beaucoup sur la création et encore une fois sur la solitude, et ici sur la solitude de l'auteur. Un Oscar pour Chris Cooper, plusieurs nominations pour le cast, une nomination même pour le scénario du la meilleure adaptation. Comment enchaîner après une telle folie? Et Spike Jonze va disparaître. Il va disparaître pendant 7 ans. I'm sure you had good reasons, Charles. You're an artist. The reason is because I'm too timid to speak to the woman who wrote the book. Because I'm pathetic. Because I have no idea how to write. Because I can't make flowers fascinating. Because I suck. 7 ans sans film, c'est une éternité à Hollywood. Et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va retourner au clip, il va retourner à la publicité, il va retourner au format court. Et il va un peu disparaître du système de production classique hollywoodienne. Mais attention, parce que ce silence-là, c'est pas une absence en fait. En réalité, Jones il travaille sur une adaptation du livre pour enfants Where the Wild, un projet qui va prendre des années à se concrétiser tant sa vision entre en conflit avec les attentes du studio. En fait, Spike Jonze refuse de faire de ce film un film familial conventionnel. Lui, il veut insister sur le ton mélancolique, introspectif, qui serait du coup fidèle à l'espèce de violence émotionnelle que c'est d'être un enfant en fait, la violence émotionnelle de l'enfance. Le développement, il est long, il est difficile, il est même assez incertain, on ne sait pas si le film va vraiment voir le jour. Et du coup, ce qui ressemble de l'extérieur à une disparition, c'est en fait une longue période de gestation. Et c'est déjà un élément de réponse à notre question principale, où est passé Spike Jonze? Spike Jonze ne disparaît pas parce qu'il ne peut ou veut plus faire de film. Il disparaît parce qu'il refuse d'en faire un qu'il ne ressent pas pleinement, et d'en faire un qu'il ne peut pas faire comme il veut. Finalement, il va obtenir gain de cause auprès du studio et en 2009 sort, à mon sens, qui est son grand chef-d'œuvre, Where the Wild Things Are, un film que je trouve être juste magnifique. I could use a story. J'en ai fait couler des larmes sur The Wild Things Are. Il a bien chialé, ce qu'on intercut. C'est vraiment un des films américains qui m'a le plus touché dans mon adolescence. Et c'est un film qui refuse catégoriquement d'être ce qu'on attend de lui. Tu vas t'attendre à un divertissement familial, un peu calibré, un peu rassurant, un petit peu inoffensif. Et en fait, tu vas avoir un film qui va refuser de simplifier. Et ça, c'est très important. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Qui va refuser de simplifier cet état très conflictuel, très chaotique, qui est l'enfance en fait, et qui va refuser de protéger et d'idéaliser, de mythifier l'enfance. Parce que là où la plupart des œuvres sur l'enfance adoptent le point de vue nostalgique de l'adulte, Spike Jonze, il adopte celui qui est brutal et instable de l'enfant lui-même. Max, le héros, c'est pas un enfant sage, c'est pas un héros attachant au sens conventionnel du terme. C'est un gamin qui est colérique, égoïste, imprévisible, traversé par des émotions qu'il ne comprend pas en fait et qu'il n'est pas en mesure de contrôler. J'ai envie de dire, et franchement pour être confronté aux enfants dans mon quotidien, dans mon métier, c'est juste un enfant quoi. Et les créatures qu'il rencontre, c'est pareil, c'est des pures projections de son chaos intérieur. Elles sont vulnérables, elles sont contradictoires, elles sont parfois cruelles, elles sont souvent complètement paumées. Et en fait, ce film, il capture une émotion qui m'est chère, mais vraiment qui m'était tellement chère quand, dans mon petit jardin bourguignon, je m'inventais des aventures, je m'inventais des rêves, quand j'étais gamin et que je m'inventais des aventures folles. En fait,
c'est un film qui mélange cette espèce de sensation-là, l'espèce d'impression de toute puissance de l'imaginaire et qui la confronte à son impuissance dans le monde réel. Where the Wild Things Are, en fait, c'est un film déchirant parce que c'est pas un film de plus, j'ai envie de dire, sur comment l'imaginaire va sauver le monde. C'est un film sur le moment où on comprend, dans notre enfance, qu'en fait, l'imaginaire ne peut pas réparer le monde. Et vraiment, ceux qui ont la chance de pas encore avoir vu Where the Wild Things Are, jetez-vous dessus, vous avez une merveille à rattraper. Carol, what's that? Oh, it's that dog. Don't feed it, it'll just follow you around. Sauf que la sortie de Where the Wild Things Are, elle laisse quand même une empreinte un peu étrange dans la carrière de Spike Jonze. Le film, il est respecté, il est quand même assez défendu par certains, mais il est aussi profondément critiqué par d'autres, complètement incompris par une partie du public et par le studio. Tout le monde est un peu déconcerté par sa mélancolie et par son refus du spectaculaire. Le succès commercial est assez quand même modeste, on va pas se mentir. Loin des standards en tout cas qui étaient attendus pour l'adaptation d'un classique de la littérature enfantine aussi populaire. Et Spike Jonze, encore une fois, va refuser d'enchaîner immédiatement. Il disparaît à nouveau du long métrage hollywoodien, mais il continue de créer en périphérie. Et par exemple, en 2010, il te sort un court métrage qui s'appelle I'm Here, une histoire d'amour entre deux robots à Los Angeles. Et lentement, à partir de petits fragments personnels, d'expériences très intimes, notamment d'une rupture amoureuse, commence à prendre dans sa tête forme un scénario, le scénario d'un film que vous connaissez tous, Her, l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. I just wanted you to know that there'll be a piece of you and me always. J'ai pas trop envie de m'attarder sur Her, qui est sans doute le film le plus connu des films de Spike Jonze, que j'aime beaucoup, Moi j'aime cette histoire d'amour profondément sincère, fragile et bouleversante, sur la solitude en fait, sur vraiment la solitude contemporaine. Mais voilà, c'est un film qui parle de notre incapacité à nous connecter réellement les uns aux autres. C'est une récurrente dans la filmographie de Spike Jonze, mais je préfère m'attarder sur l'après Her, parce que après Her, Spike Jonze remporte juste l'Oscar du meilleur scénario original. On est en 2013, il est au sommet de sa carrière. Her, c'est, comme je l'ai dit, c'est le film le plus connu des films de Spike Jonze. Ça fait quand même un petit buzz critique. Tout le monde le porte au nu, ce film. Vraiment, il est au sommet de sa carrière. Quelle sera la suite ? Rien. Plus rien. Aucun long métrage. Aucun projet annoncé. Aucun retour prévu. Après Her, Spike Jonze disparaît des radars d'Hollywood. Il réalise des courts-métrages, il réalise une œuvre expérimentale qui met en œuvre FKA Twigs, il continue à travailler dans la publicité, notamment pour Apple, mais il revient pas au long-métrage à aucun moment. Et du coup, pourquoi et où est passé Spike Jonze ? En fait, et contrairement à beaucoup de réalisateurs évoqués dans cette série, Spike Jonze n'a pas été blacklisté après un échec. Il n'a pas enchaîné les flops, il n'a pas perdu la confiance des studios. Au contraire, il aurait probablement après Her pu réaliser n'importe quel projet. Mais Spike Jonze n'a jamais en fait fonctionné comme un réalisateur hollywoodien classique. Il n'est pas un réalisateur prolifique, parce que ses films sont tous profondément personnels. Her, par exemple, on l'a vu, inspiré de sa propre expérience, de sa propre rupture, de sa propre solitude, et lorsqu'un artiste met autant de lui dans une œuvre, il peut avoir besoin de temps, en fait, pour trouver juste autre chose à dire. Alors oui, il y a aussi, et je vais y venir, il y a évidemment aussi une réalité industrielle qui existe, c'est-à-dire que le cinéma hollywoodien, il a profondément changé depuis les années 2000, depuis le début des années 2000 et l'émergence de Spike Jonze. Au début des années 2000, il n'était pas rare de produire des films originaux avec des budgets que je dirais être intermédiaires. Vous voyez, 20 millions, 30 millions. C'est dans cette fourchette-là que Spike Jonze a pu être révélé et qui continue à créer. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie est dominée par deux extrêmes. Les blockbusters à 300 millions et les films indés à très faible budget. Les films comme Her, qui sont trop originaux et trop personnels pour être des blockbusters, mais qui sont trop coûteux pour être des films indépendants, ils sont devenus plus difficiles, voire même c'est une mission impossible pour les financer. Ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo que je vais vous faire d'ailleurs. Mais du coup, Spike Jonze, il est pas blacklisté au sens traditionnel du terme. Il a pas été rejeté par Hollywood. Hollywood a toujours reconnu le génie de Spike Jonze. Il a simplement lui-même cessé de faire des films. Parce que comme un Terrence Malick, comme un Jonathan Glazer, comme un Xavier Dolan même, c'est un artiste total qui ne reviendra que lorsqu'il aura des raisons de revenir. Un concept parfait, un film qui lui parle, une expérience de sa vie à raconter. En fait, c'est un cinéaste qui fonctionne par nécessité artistique. Et du coup, la
question, elle reste entière. Est-ce qu'il reviendra même un jour? Ou est-ce que Her restera à jamais le dernier film de l'un des cinéastes les plus singuliers de sa génération? Le genre de cinéaste dont Hollywood aurait bien besoin, dont le public aurait bien besoin. Un public qui est malheureusement laissé un petit peu sans réponse à cette grande question. Mais où est passé Spike Jonze? Whatever someone you become, wherever you are in the world, I'm sending you love.